Bonjour, nous allons démarrer. Merci pour votre présence. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette agora consacrée aux ressources humaines, les nouvelles pistes pour faire face à la pénurie des talents. Euh, la réalité du secteur médico-social et santé est claire aujourd'hui. Euh, des hôpitaux surchargés, des équipes épuisées, un manque chronique de personnel, quelques chiffres à l'appui que vous connaissez sans doute. Chiffre Pôle emploi, plus de 135 000 postes vacants fin d'année 2021 dans le secteur et des taux d'absentéisme dans les établissements supérieurs à 10%. Du côté des professionnels, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on constate? Tout d'abord, deux choses. Première chose, des candidats qui sont de plus en plus exigeants dans le choix des établissements pour faire leur mission. Ces gens-là ne veulent plus subir le stress des équipes réduites et des plannings surchargés. Deuxième chose, nous avons un effet générationnel. Nous avons des jeunes soignants qui sont plus exigeants sur la qualité de leur vie professionnelle, mais également sur l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et dans tout ce contexte, finalement, le Covid a fait effet de renforcer toutes ces tendances. Donc, à la fois sur la pénurie et l'épuisement des équipes, mais également sur ce phénomène générationnel qui est d'avoir des soignants qui souhaitent vraiment remettre au centre de leur choix l'équilibre entre leur vie personnelle et vie professionnelle. Donc, en conséquence, il est devenu primordial de travailler sur les bénéfices RH, de redonner du sens aux professionnels et de replacer les soignants et donc les patients au centre des préoccupations. Alors, pour débattre de ce sujet passionnant, je suis accompagné de Stéphane Genier. Stéphane Genier, qui est directeur général d'Appel Médical, donc le spécialiste de l'intérim sur la partie médicale et paramédicale en France. Monsieur Jérôme Huc, directeur des ressources humaines du GHT 94 Nord, et Monsieur Michael Millet, directeur général du groupe SOS Santé. Alors, nous allons démarrer rapidement par la première question. Alors, si ça ne vous dérange pas et pour simplifier un peu nos échanges, je vais me permettre de vous appeler par votre prénom. Jérôme, je vais commencer par vous. Comment expliquez-vous qu'il soit si difficile de recruter et fidéliser les agents au sein du GHT 94? Alors, je vais évoquer des éléments que certains d'entre vous connaissent. Donc, je suis DRH de deux hôpitaux du 94 qui desservent en psychiatrie une partie de Paris, une partie de la Marne et qui a également une forte activité nécessaire bien connue avec une ancienne hôpital national. Donc, dans cet établissement qui a un certain nombre d'atouts, on rencontre quand même des difficultés qui sont de deux types. Des premières difficultés qui sont, à mon avis, généralisées dans beaucoup d'établissements hospitaliers publics et qui ont été accentuées par la crise de Covid, c'est-à-dire le manque d'attractivité des grilles de la fonction publique, malgré le Ségur, la difficulté ou la complexité de l'organisation hospitalière qui dissuade un certain nombre, notamment de jeunes professionnels, d'entrer dans la carrière, et également une conjoncture post-Covid qui a conduit un certain nombre de personnes à revoir leur carrière, leur ligne de vie, et certains d'entre eux sont partis en province. Nous avons également des circonstances locales supplémentaires, et la première, la plus criante, c'est la psychiatrie. Nous sommes un établissement qui a 50% de son activité psychiatrique, et il y a une forte difficulté à fidéliser et à recruter les soignants de psychiatrie, parce que la psychiatrie publique connaît un certain nombre de difficultés face à des malades de plus en plus difficiles. Voilà globalement l'état des lieux que je peux faire. Merci beaucoup, Jérôme. Michael, qu'en est-il de votre côté dans le secteur associatif? Bonjour à tous. Bonjour.
Le groupe SOS Santé, c'est 19 structures et une douzaine d'hôpitaux. Alors, je partage pleinement l'analyse de mon collègue. On rencontre, pour sortir du Covid, un système de santé dégradé. On voit des professionnels de santé, on le sait tous, qui sont fatigués, usés. Et derrière, ils sont en demande de soins, ils sont en demande de retrouver une appétence pour ce métier. On a aussi des contextes locaux. Je sais que, par exemple, le groupe SOS est présent, notamment au niveau frontalier près du Luxembourg, avec un dumping énorme au niveau des salaires, qui fait que nos hôpitaux ne peuvent absolument pas lutter avec les salaires proposés par le Luxembourg. Et on doit essayer de déterminer des stratégies pour arriver à recréer de l'envie, venir dans nos hôpitaux, dans nos projets médicaux et dans nos établissements. Merci beaucoup. Et donc, pour faire face à cette situation, le gouvernement a lancé, comme vous disiez, Jérôme, tout à l'heure, une grande consultation des Ségur de la santé. L'objectif, améliorer les conditions de travail et de prise en charge des malades et revaloriser les salaires. En juillet 2020, elle a débouché sur la signature d'un accord sur les carrières et les rémunérations pour améliorer le fonctionnement et l'organisation du système de soins. Michael, je crois que vous avez participé, vous avez déposé un dossier dans le cadre du Ségur. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez justement du Ségur et de ses orientations? Alors, le Ségur, il va dans le bon sens. Je pense que la crise Covid, elle a mis en exergue un système qui était à bout de souffle, comme plein de structures sanitaires. Les nôtres ont vu des services sursaturés de patients, évidemment, des services d'urgence configurés pour 15, 20 000 patients. Il va dû accueillir 30, 40 000. Donc, du coup, on a explosé en vol et le système est parti avec. Donc, évidemment, au sortir de cette crise Covid, on a dû repenser nos modèles de prise en charge, nos filières de prise en charge et nos établissements. Donc, on a, par les mesures du Ségur, à la fois revaloriser les rémunérations des soignants, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est suffisant ou pas? En tout cas, ça va dans le bon sens. Et on a surtout, parce que c'est pas que la rémunération, remis sur la table la nécessité de repenser nos hôpitaux, de reconfigurer les filières de soins, de faire à l'hôpital ce qui doit être fait à l'hôpital, mieux communiquer, mieux travailler avec la ville, et puis travailler sur des investissements modernes, la digitalisation par exemple, avec des outils de prise en charge qui vont permettre d'aller plus vite, que ça crée plus de temps. Là, on a de la valeur ajoutée en management. Donc tout ça va dans le bon sens de construire. Jérôme, du côté du VHT 94 Nord, comment vous avez bénéficié de ces financements? Alors, nous avons, comme tous les établissements publics, bénéficié de dotations complémentaires qui nous ont permis de mettre en œuvre à la fois des mesures statutaires et des mesures de réorganisation, notamment du temps de travail et d'accompagnement des équipes. Je rejoins mon collègue aussi pour dire que c'était un élément essentiel, notamment dans le contexte post-Covid. Ça a mis du temps, puisque statutairement, le statut de la fonction publique demande un certain nombre d'actes administratifs qui ont occupé les directions des ressources humaines pendant plusieurs mois. On a revalorisé tout de compte les professions soignantes. On a également essayé de revoir l'organisation du temps de travail et la motivation des équipes avec cette mesure qui, symbolique sur le plan financier, nous permet de créer des dynamiques dans les services, qui est la prime d'engagement collectif. Alors, ces mesures, ces financements ont été nécessaires, mais ils nous ont donné à nous, en 94, un complément de compétitivité limité dans le temps. C'est-à-dire que leur généralisation au secteur médico-social et au secteur privé nous a ramené un peu à la situation antérieure au Covid et au Ségur. Stéphane? Oui. Je me tourne vers vous maintenant. Alors, au-delà de ces mesures, l'intérim médical et paramédical permet aux établissements de répondre à des difficultés ponctuelles. Pouvez-vous nous en dire plus, nous expliquer un peu ce phénomène? Déjà, je vais remettre juste dans le débat parce qu'on est très médiatique en ce moment. Ce que est le travail temporaire. Le travail temporaire en France, c'est 1,5% de la population des soignants total, paramédical et médical, qui sont en travail temporaire. Donc, on est tout petit. Par contre, effectivement, avec ce que dit les deux collègues, c'était exacerbé par la crise Covid, mais pas que. Il y a eu plein de besoins supplémentaires, etc. Il y a aussi une prise de conscience très différente sur plein de critères. Alors qu'aujourd'hui, on met derrière la qualité de vie au travail,
Mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est l'attractivité. Il y a bien sûr un sujet de rémunération, il y a un sujet de temps personnel, il y a un sujet de temps professionnel et de parcours de vie différents dans les établissements qui sont venus à accroître les besoins de flexibilité de changement des gens. Là où moi, petit, je voulais sortir, je voulais un CDI, et puis je commençais plus tard et j'allais jusqu'à ce que j'ai envie de changer. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça le mode. Notre travail à nous aujourd'hui, c'est de remplacer et de renforcer les équipes. Pas de substituer, j'y tiens. Alors, il y a des cas, on le sait, j'en ai parlé tout à l'heure avec Jérôme. Il y a des cas, des fois, on a plus d'intérimaires que de permanents et c'est un sujet. Et je partage ça. Et notre métier, il est là et de recruter. Aujourd'hui, 30 ou 35% de l'activité, on est dans le recrutement. Et en fait, de plus en plus, on devient un lien entre le besoin des établissements et le désir des talents. Et on est là pour faire un peu une mix des deux en prenant en compte la fluidification du marché, parce qu'il faut être conscient de ça. Aujourd'hui, on a besoin de fluidifier le marché. Alors, on travaille un peu ensemble aussi sur la gestion des plannings, ça c'est important. Il y a aussi supporter et renforcer les soignants. On fait aussi une partie de lien social, en fait. Là où quand on rentre de son job, on sort de son boulot, à qui je parle pour parler de ma journée, etc. Aujourd'hui, dans les différentes structures, qu'elles soient hôpital public, privé, autre établissement, on n'a plus le temps. Parce qu'en fait, on est débordé, donc on joue ce rôle-là. Et aussi l'accompagnateur de carrière. On essaie de proposer des choix et des pivots de carrière un peu différents qu'un circuit classique. Merci beaucoup. Donc, après avoir regardé les données sur la partie Ségur, maintenant, on va rentrer dans le concret, un peu plus dans le concret. Donc, comment faites-vous aujourd'hui? Je parle du quotidien, pour attirer, motiver et fidéliser les talents. Quelles sont les actions concrètes? Là, on rentre vraiment dans le concret. Donc, Jérôme, comment faites-vous dans le GHT 94 Nord? Alors, nous sommes bien évidemment confrontés à cette fluidité des talents, pour reprendre l'expression de Stéphane, qui nous pose quand même quelques difficultés au quotidien, puisque les DRH sont quand même dans une logique statutaire dans l'hôpital public qui doit évoluer. Alors, les solutions, elles sont très largement partagées, très largement diffusées dans nos établissements. D'abord, nous avons mis en place des actions pour faciliter et accélérer le recrutement, à la fois avec une digitalisation de celui-ci, qu'il s'agisse de recruter des vacataires, des remplaçants, voire des intérimaires ou des agents qui vont intégrer la fonction publique hospitalière. Donc, nous avons les outils informatiques qui permettent un meilleur échange entre le recruteur qui est le service de soins, la DRH pour les aspects statutaires et la rémunération, et le candidat avec ses interrogations. Et c'est quelque chose qui est appréciable, notamment pour sélectionner des candidats. Nous insistons aussi sur le développement de la fameuse marque employeur que tous les établissements publics essayent de développer avec les moyens sur l'attractivité, la fidélisation que les agences nous octroient chaque année depuis le Ségur. Et en ce qui nous concerne, nous avons 3 éléments que nous mettons en avant. Ce sont des crèches à des tarifs très compétitifs, parce que dans notre GHT, nos crèches sont à 2,50 € la journée d'accueil, jusqu'à 10 € pour les plus forts salaires parmi nos collaborateurs. Deuxièmement, nous avons un parc social de 300 appartements, plus des appartements réservataires en Île-de-France et dans Paris. Et nous essayons également de fluidifier cela. Et nous envisageons de devenir bailleurs dans le cadre de la nouvelle possibilité qu'offre la législation sur le logement social, pour que, à la fin du contrat de l'emploi dans l'établissement, le logement puisse revenir en commission d'attribution et donner satisfaction à un nouveau candidat. Nous avons développé aussi une offre de co-living. C'est 2 anciens logements de fonction qui ont été transformés en une dizaine de chambres avec des services communs qui, pour un loyer modique de l'ordre de 300 €, permet à des jeunes, notamment qui ne peuvent pas accéder au marché privé, au marché social du logement, de faire un sas entre la période des études et la période professionnelle. Et enfin, nous essayons de profiter des stagiaires des écoles. Nous avons 3 écoles, 2 IFSI, une école de kiné rééducateurs que nous accueillons. Nous accueillons aussi les stagiaires des autres IFSI de la région. Et nous avons, et c'est surtout les directions des soins, mis en place du tutorat
de l'accompagnement pour faire en sorte de dépasser les 9-10% d'une promotion sortante qui nous rejoint à la fin des études. Et cela est d'autant plus nécessaire que même si nous avons augmenté le nombre de places dans nos IPSI et dans nos écoles, hein, dans le cadre du financement que le Conseil régional d'Île-de-France nous a octroyé, nous avons de la déperdition de l'ordre de 10% en première année, notamment lié au nouveau mode de sélection des candidats via Parcoursup, qui se traduit par quand même des réorientations significatives. Voilà globalement les trois pistes. Bien évidemment, nous sommes un employeur public, nous ne pouvons pas agir sur les grilles de la fonction publique. Et ça, malheureusement, certains de nos candidats ne le comprennent pas. Et c'est tout un travail également en lien avec nos collègues pour essayer de mettre en avant l'intérêt de travailler dans un hôpital avec la promotion de la carrière, les promotions professionnelles auxquelles les agents publics. Merci beaucoup. Mickaël, alors vous avez certes des actions communes. Jérôme parlait tout à l'heure de d'IFSI. Je crois que Ducasse Santé a lancé une IFSI récemment. Mais je crois également que vous avez des spécificités inhérentes à vos établissements et aux secteurs associatifs. Qu'est-ce que... Alors, effectivement, bon, on a des actions. Alors, je pique quand même l'idée des logements. Ça, c'est quand même pas mal. Bravo. On a pris un virage stratégique dans le groupe, puisqu'on est une douzaine d'établissements d'hôpitaux sur le groupe. Et j'ai souhaité développer une branche formation sur le groupe SOS Santé, avec la reprise notamment d'un premier IFSI à la Défense. On a repris l'IFSI franco-britannique de la Défense il y a quelques mois. On vient d'obtenir un agrément pour ouvrir un second IFSI dans le Grand Est, près de Longwy, justement à la frontière luxembourgeoise, là où on est extrêmement fragile. Et on tente le pari de former des infirmiers sur ce territoire, avec également 5 IFAS qui ont rejoint le groupe. Donc, on a vraiment un développement, une volonté de participer à la formation des générations à venir en matière de soins et également de pouvoir essayer à notre mesure d'amener notre patte par rapport à l'enseignement, bien sûr, en restant une cadre. Ensuite, des plans d'action, on en a. L'idée, c'est bien sûr de recruter, mais c'est aussi, vous l'avez dit, de garder celles qui sont dans nos effectifs. Garder, c'est travailler sur la QVT, évidemment. Comment on peut permettre à des équipes qui sont fatiguées de reprendre de l'intérêt, sur nos services de soins. Donc, je pense qu'on a tous à peu près, pour certains, les mêmes recettes. On met d'activité physique adaptée, on met de la sophrologie, le participatif aussi, donc dans le management et les cadres de santé, les inciter à davantage co-manager avec leurs équipes dans les choix, dans les choix des équipements notamment. Donc tout ça fait partie d'un tout. Et je pense que derrière ça, si on veut recruter, en tout cas, je demande à mes équipes de changer et ne plus proposer des postes dans nos établissements, mais des carrières. Il faut qu'on puisse proposer des carrières. Il faut qu'un jeune, quand il arrive, il dépose son CV. C'est pas vous allez être infirmière en service de médecine au 3e étage. Vous allez rentrer dans une structure, dans un groupe, où au bout de 3 ans, vous aurez acquis le droit d'avoir des formations, c'est acquis, c'est contractuel. 5 ans après, au bout de la 5e année, une formation diplômante, vous pourrez avoir accès à tel niveau de responsabilité, si bien sûr les entretiens annuels montrent que vous êtes dynamique, que vous participez à l'effort collectif. Il faut qu'ils puissent s'inscrire dans la durée. Et on a trop, nous en tout cas, été dans la démarche classique de déposer des postes à prendre et pas assez de projection. Donc, on modélise tout ça au niveau RH pour que ça se traduise dans des faits avec des acquis qui se capitalisent au fur et à mesure des années de fidélité dans nos structures. Et puis derrière, bien sûr, on a aussi du recrutement dans les managers, dans les cadres de santé. C'est aussi difficile de recruter des cadres de santé, des cadres administratifs aussi. Et donc, ça vient dans une démarche qui vise à changer le management. Moi, je suis ingénieur de formation. J'ai pas débuté dans la santé. Donc, j'avais des outils que j'ai pas forcément encore retrouvés dans le monde hospitalier, dans la santé. La digitalisation, des outils comme on peut avoir maintenant sur la planification, sur le remplacement, permettre à des cadres de santé d'arrêter de prendre un temps de dingue à planifier, à changer, à aller chercher des ressources, mais davantage être dans leur service
à discuter avec leurs équipes, à discuter avec leurs médecins et faire le lien qui est quand même un peu plus le métier premier d'un cadre de santé. Donc tout ça nous permet d'avancer encore dans le management et dans la qualité managériale. Alors, on a parlé beaucoup là de recrutement et on va parler maintenant plutôt de fidélisation, comment on garde les talents. Avant de démarrer, je voulais rappeler deux choses, deux données intéressantes. 43% des établissements de santé et du médico-social reconnaissent que la fidélisation des équipes était le plus important défi à relever en 2021. C'est la première information assez intéressante. Et la deuxième, je crois que Jérôme, vous avez commencé à en parler. Si nous nous concentrons sur les IDE, on observe que 30% des jeunes diplômés abandonnent la profession dans les 5 ans qui suivent le diplôme. Donc, comment faire face pour vraiment faire face à cette perte de vocation? Comment fidéliser, comment redonner goût à ces métiers? Alors, Jérôme, au sein du DRH du GHT 94, comment vous faites? Comment vous faites pour retenir et vraiment fidéliser les talents? Alors, je vais rejoindre ce qu'a dit mon collègue. Nous avons essayé de construire avec une direction des soins et les autres directions support, parce que ça ne concerne pas exclusivement les soignants, des plans d'action sur deux typologies d'actions. Alors, la première série d'actions, elle tient effectivement à mettre en avant l'atout de la fonction publique hospitalière, qui est la carrière, le droit à la carrière. C'est une notion purement juridique qui peut sembler dépasser les yeux de certains, mais qui est quand même quelque chose à mettre en avant, me semble-t-il, notamment parce que ce droit à la carrière, c'est moins l'aspect j'avance dans le temps et j'ai de meilleures rémunérations que j'avance dans le temps et j'ai accès à des postes nouveaux, à des potentialités nouvelles et surtout à des formations nouvelles qui sont prises en charge par l'employeur et qui me permettent de développer de nouvelles compétences, voire de réaliser des souhaits de formation que je n'ai pas pu suivre en formation initiale pour X ou Y raison. Et donc, nous avons un nombre de promotions via les parcours de ASH, via en AS, via les parcours d'AS en IDE, via les parcours aussi à l'école de kiné, pour ceux qui le souhaitent. Nous essayons aussi de développer l'apprentissage maintenant depuis cette année avec les assistantes sociales qui en psychiatrie ont un rôle essentiel et il y a une forte pénurie dans la région Île-de-France. Et via l'apprentissage, via l'accueil rémunéré de stagiaires, nous arrivons à y remédier. Nous essayons également d'organiser la mobilité interne, puisque nous constatons que dans la fluidité des talents dont parlait Stéphane tout à l'heure, il y a des éléments déclencheurs qui sont des disputes interpersonnelles dans le service qui poussent certains de nos collègues à quitter l'hôpital. Mais plutôt que de quitter l'hôpital, diagnostiquons très rapidement ces difficultés-là et proposons une solution interne dans les différents services de l'établissement pour résoudre ces difficultés. Ça nous a conduit aussi à mettre en place un plan de prévention des violences et d'accompagnement individualisé parce que ces aspects-là, de difficultés interpersonnelles sont assez présentes avec des conflits de génération parfois dans certains services ou des méthodes d'organisation interne qui méconnaissent la volonté d'autonomie de nos nouveaux collègues. Et donc ça aussi, le management participatif. Et puis, nous, on essaye de mettre en place des ateliers de construction, de co-construction des projets tech, prime d'engagement collectif, qui permet de recréer du collectif de travail autour des idées partagées et qui sont des idées qui viennent du service, puisque c'est la nouvelle structure, le nouveau niveau d'organisation de l'hôpital public qui nous est proposé, qui viennent du service sans forcément être tout de suite validé par la hiérarchie et ça permet de créer une dynamique positive. En matière de QVT, nous faisons aussi, comme vous, nous essayons de développer le bien-être au travail, la santé au travail, et c'est d'autant plus facile si on a un médecin du travail qui est partant pour le faire. Nous avons une maison des soignants avec des ateliers de réflexologie, de sophrologie, de massage, une salle de sport équipée aussi qui permet de se détendre et nous essayons
de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, notamment dans ce moment clé, lorsque nous avons beaucoup de postes vacants et d'absentéisme, qui est la préparation des plannings. Et donc, au lieu d'avoir un côté unilatéral dans la programmation des plannings, nous incitons nos collègues cadres et nos collègues tout court à dialoguer, essayer de minimiser les antagonismes qui peuvent voir le jour à ce moment-là dans des organisations qui sont malheureusement parfois dégradées. Voilà globalement ces deux points qui nous permettent de résoudre un certain nombre de difficultés, mais qui ne sont pas des panacées. La panacée n'existe pas malheureusement. Merci beaucoup. Donc, on a parlé de QVT, on a parlé de marque employeur, on a également parlé, j'ai bien aimé cette idée de plan de carrière. Stéphane, donc j'aimerais bien avoir votre œil d'expert, expert intérim. Quelles recommandations donnez-vous chez Appel Médical aux établissements de santé? Déjà, on fait pas que de l'intérim. Je vais reprendre. C'est vraiment une chose. De l'apprentissage, de la Merci. formation, on fait plein d'autres choses. La marque employeur, déjà, tout ce que j'ai entendu, c'est super chouette. Et on le voit maintenant dans tous les établissements. On prend en compte beaucoup de critères. Je vais rien apprendre à personne. Et c'est pas que de la cosmétique, mais c'est encore pas tout le temps complètement organisé. Dans la marque employeur, il y a le côté, je mets des logos, Best Place to Work, meilleur employeur de l'année, etc. C'est des trucs là pour dire qu'on a un bel endroit à être attractif. Et on pense plus à son organisation sur laquelle on est salarié qu'à l'expérience. Je pense que la marque employeur, c'est une expérience que les gens vivent. Quand je vis une expérience qui rapproche tous les critères de ce que j'imagine en termes de qualité de vie, là, je vais en parler. Là, je vais en faire référence à l'extérieur. Là, je vais communiquer avec des collègues, avec d'autres établissements. Et là, la marque employeur, elle vit. Alors, elle est forcément à l'initiative des employeurs, toutes ces idées-là. Par contre, elle doit se faire vivre par l'expérience. Et c'est encore là où ça pêche un petit peu. Je prends un petit exemple. On a sorti récemment une étude sur les jeunes médecins, donc des internes. On se posait la question après le Covid, etc. Donc déjà, pas de panique. La vocation n'a pas disparu. C'est pas un sacerdoce. Toujours une vraie volonté de devenir médecin. Public, privé, c'est kiff-kiff. Par contre, il y a des choses qui ont beaucoup changé. Pendant une dizaine d'années, c'était je vais faire de la chirurgie et je vais aller dans cet établissement parce que c'était le plus coté. Et le choix se faisait sur le plateau technique, le professeur qu'il y avait. Aujourd'hui, les critères tels que quelles sont l'ambiance au travail, quels sont mes collègues, est-ce que il y a le respect des horaires de travail, c'est les médecins qui disent ça. Est-ce que le respect des horaires de travail est bien garanti? Est-ce qu'il y a du temps consacré au tutorat? Est-ce que les gens vont vraiment m'accompagner? C'est des critères qui deviennent aussi importants que le choix du plateau technique, du professeur, etc. Et on voit aussi que l'aspect généraliste a pris complètement de l'ampleur pour des raisons aussi de qualité de vie, de gestion de mon agenda, de mon temps, etc. Et ça, c'est pour les médecins. Dans la vie en général, si on revient sur les établissements, quand on a une équipe ou un service, on a des besoins d'urgence, faut remplacer les gens, etc. Et on prend rarement le souhait de l'individu. Et je pense que la différence demain de la marque employeur, c'est être capable d'associer quelle est la volonté de l'individu aux besoins d'un service. Elle va être là, les organismes particuliers. J'en prenais tout à l'heure, écouter les gens sur ce qu'ils peuvent faire, faire du co-management, etc. Tout ça, c'est des idées qui sont extrêmement novatrices et très intéressantes, qui en général sont éloignées du monde de la santé, parce que beaucoup de protocoles, beaucoup de process, et moins de mon RH. Alors que quand on écoute des gens qui soignent, qui font des toilettes, qui font important de choses, ces gens qui font le job tous les jours. Ils n'ont pas la science, par contre, ils savent ce qu'ils font et ils savent l'expérience qu'ils vivent. Et j'en reviens à mon expérience de professeur en pratique. Donc, c'est surtout ces critères-là, prendre l'individu et de vivre une expérience. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, la pénurie des talents touche les soignants, mais pas que. On a vu que les professions dites support sont touchées également. SIH, administration, hébergement, restauration. Donc, un exemple, les informaticiens. Aujourd'hui, c'est des denrées rares, alors qu'on parle de cybersécurité, de risque de cybersécurité. On parle de digitalisation, DSI. Donc, Jérôme, qu'est-ce que vous en pensez, selon votre expérience, au sein du GHT 94, mais également au sein du secteur public en général? Alors, moi, ce que je constate au quotidien, c'est une amplification de la spécialisation des fonctions support. Là, actuellement, nous sommes en train de construire un plan de développement durable qui demande des compétences particulières que nous n'avons pas et nous ne pouvons malheureusement pas, et heureusement, tout externaliser. Et donc, il y a une difficulté croissante, c'est le manque d'appel, d'attractivité des fonctions support de l'hôpital public. Et c'est par exemple le manque de reconnaissance salariale pour les éléments clés des fonctions administratives, et notamment RH,
que sont les adjoints des cadres et les attachés d'administration hospitalière. Ce sont des filières qui sont essentielles pour conduire le management au quotidien, qui ont des compétences techniques qui sont sans conteste de très grande qualité et qui malheureusement ont des rémunérations qui sont 40% de moins pour un attaché, par exemple, à celle qu'il pourrait avoir dans un autre secteur de l'administration publique. Et ne pas avoir une promotion entière d'attachés d'administration hospitalière qui sortent chaque année de l'école de Rennes. Hein, il y a eu 80 ou 90 postes offerts, il y a une vingtaine d'élèves qui vont en sortir. C'est dramatique pour notre avenir, c'est dramatique aussi pour nos organisations et la façon dont nous pouvons relever les défis, et notamment là, tout ce qui a trait au management, l'accompagnement des équipes et le travail sur une dynamique interne qui soit moins unilatérale, moins autoritaire. Michael, est-ce que vous faites le même constat dans le secteur associatif? Est-ce que vous avez des problématiques de recrutement sur ces fonctions du support? Absolument. C'est même inquiétant. Parce on a comme tous beaucoup de projets de développement et on a des freins parce qu'on ne trouve pas de compétences informatiques. On est inquiet évidemment du nombre d'attaques en matière de cybersécurité et donc on est obligé de calibrer un petit peu la bande passante en matière de développement. C'est extrêmement frustrant parce qu'on évoque depuis le début plein de projets de développement, etc. Mais un hôpital, c'est systémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les soins. Si à côté de ça, on n'a pas maintenant, de plus en plus d'ailleurs, toute la partie la partie technique, la partie architecturale. On est dans une nouvelle période où on doit rénover nos hôpitaux. Alors on fait une petite pause parce que l'inflation dans les travaux nous invite à mettre un peu pédale douce, le temps de reprendre notre souffle et remettre en route les travaux. Mais oui, c'est un fait. Alors, on peut penser que ça va se résoudre. On a quelques éléments d'information sur l'arrivée de compétences qui pourraient arriver dans les mois et l'année à venir. Il ne faut pas être défaitiste, mais c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu charnière dans laquelle, justement, c'est pour ça que moi, je dis souvent à mes équipes, c'est pas une compétition entre nous, en fait. On va pas gagner dans une compétition. On va gagner en se mettant tous ensemble pour construire un système de santé et des établissements qui vont faire venir les jeunes. Donc, c'est partager nos bonnes pistes, nos bonnes idées entre collègues, entre établissements, pas se regarder en faïence parce que, au final, ce qu'on veut, c'est que les promos soient remplis, qu'elles restent jusqu'au bout en place et qu'on les récupère dans nos établissements. Moi, je préfère à la limite en perdre 10 qui viennent chez vous si j'en ai 20 d'autres qui arrivent d'une sortie d'école. Et le match, il est là, en fait. Et c'est là où il faut que, tous ensemble, on arrive à faire bouger nos établissements, nos organisations. On a deux décisions, par exemple, que je prenais pas avant, en fait. Ça va faire 20 ans maintenant que je suis dans la direction d'établissement. Sur ce qu'on parlait de QVT tout à l'heure, je ne cache pas que sur un poste de restauration, classiquement, en général, on cherchait à travailler le prix, les coûts, en numéro 1. On a pris une position l'année dernière au moment du renouvellement du contrat de restauration. Je n'ai pas pris le moins cher. J'ai mis un médecin, 3 diététiciens qui ont regardé la totalité des propositions en matière de restauration pour les patients, mais aussi et surtout pour les salariés, et on a pris du qualitatif. C'est quasiment 1 million d'euros de plus que la proposition la moins disante. Pourquoi? Parce que le temps de la pause déjeuner pour les salariés, où on peut échanger, où on peut partager un bon repas, ben, finalement, c'est pas rien, quoi. Ça participe aussi à cette QVT dans laquelle on donne pas une salade de carottes dégueulasse où on a économisé 30 centimes, mais on a un peu de considération pour ces équipes. Alors certes, derrière, il y a un peu de boulot pour discuter sur d'autres devis, mais par contre, au final, ça peut porter ses fruits, c'est des briques. Et une autre action qu'on a mis en place, je rebondis parce que j'ai souhaité en début d'année mettre en place des postes de tuteurs, les tutorats. Alors on était confrontés dans un établissement du groupe, toujours le même, de Saint-Martin, à 5 km du Luxembourg, à une fuite stratosphérique en matière infirmière pendant le Covid. 65 infirmières sont parties pendant le Covid. Vous aviez un hôpital où il y avait 120 lits de médecine avec un service d'urgence où vous avez environ 20 000 passages. Il restait 15 lits. Donc vous imaginez la situation pour gérer une crise Covid. On a fait appel à
des recrutements internationaux. On a eu la chance de pouvoir faire venir une vingtaine d'infirmières libanaises diplômées de diplôme français, puisqu'il y a un institut qui a un diplôme français là-bas. Il a fallu organiser ça. C'est extrêmement lourd, il faut trouver des logements et se poser la question d'accueillir 20 soignants en même temps dans un hôpital où il manquait du monde. Donc on a recruté des tuteurs qui aujourd'hui se généralisent dans tous nos hôpitaux, qui ont uniquement pour mission que d'accueillir et accompagner des intérimaires, des stagiaires IDE pour que leur passage dans nos services se passe bien, qu'on puisse leur guider, les guider vers la pharmacie, vers les protocoles, vers les procédures et pas les lâcher dans un service n'importe comment. Ça donne une meilleure image de l'établissement par rapport et aux stagiaires IDE et donc on augmente notre capacité peut-être d'avoir des CV qui tombent à la fin de la formation. Pour les intérimaires aussi, l'expérience est meilleure et donc les meilleurs intérimaires, elles prennent nos missions aussi, c'est pas rien non plus. Et puis 2, ça permet à des infirmières qui elles sont en poste d'être déchargées de cette prise en charge, d'accompagner des stagiaires, des intérimaires pour lire la pharmacie, etc. Donc elles vivent mieux leur fonction quotidienne. Donc j'étais un petit peu réticent parce qu'évidemment c'est des coûts, donc évidemment c'est des postes en plus, mais l'absentéisme a énormément évolué favorablement depuis qu'on a mis en place ce type de poste de tuteur. Donc c'est des solutions qui se développent de plus en plus dans les services et qui permettent de travailler l'attractivité. Merci beaucoup, Michael. Très intéressant. Alors, on est parti un peu loin. Je vais revenir dans la problématique sur laquelle nous étions, sur la pénurie des talents sur des fonctions du support. Donc Jérôme, également Michael, nous disait qu'en effet, les établissements de santé étaient touchés par cette pénurie. Stéphane, est-ce que vous partagez cette vision des choses? Les gars, je les rassure, hein. Appelez-moi, on va vous aider, hein. On va trouver des solutions. Il y a un constat, en fait, on est dans le monde médical, paramédical. En fait, cette compétence, la rareté, elle est dans tous les métiers aujourd'hui. En fait, si on prend une courbe sur 10 ans, alors le chômage baisse dans tous les pays du monde, qui sont industrialisés ou pas industrialisés, si on regarde à très long terme. Les pays du Nord sont plutôt sur des populations vieillissantes, donc moins de populations actives. Donc, en fait, on a des besoins croissants, je vais prendre ça au sens général ou économique de main-d'œuvre, et des talents qui sont insuffisants par rapport aux besoins. Et on parle beaucoup de GPT-4, d'intelligence artificielle, de la baisse des besoins. Il y avait une étude il y a 20 ans sur le métier qui allait être là aujourd'hui. La moitié est faux. Et nous annonçait qu'il y aurait beaucoup moins de moitié. En fait, il y a beaucoup plus de besoins. Donc, ce que vous dites existe dans tous les métiers et dans toutes les problématiques de marché aujourd'hui. On est face à ça. Alors, est-ce que c'est un mur devant nous? Non. Il y a beaucoup de métiers qui vont se transformer, qui vont changer avec l'intelligence artificielle et un certain nombre d'autres éléments. Et il y a beaucoup d'autres métiers qu'il faut que nous, on fasse évoluer. Et qu'on fasse évoluer par la formation. En fait, on est dans le recrutement, alors que dans le recrutement, et c'est très, très, très français, on recrute toujours pour ce que vous savez faire et ce que vous avez fait, mais jamais pour ce que vous pourriez faire. Et en fait, du coup, il n'y a pas de chance équitable dans les parcours en France. C'est-à-dire que si j'ai commencé, alors je suis très curieux avec elle, si j'ai commencé ingénieur chez Alstom, je finirai ingénieur, peut-être pas chez Alstom, mais à peu près dans les mêmes produits. C'est extrêmement rare les changements de passerelle comme ça. Il y a eu plein d'expériences pendant le Covid avec des collègues d'ailleurs à nous, avec ADECO, etc., mais depuis qu'on a essayé de faire changer les gens de passerelle, ça n'a pas été un grand succès, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, et l'accompagnement. On raisonne toujours, en fait, et je suis d'accord, son établissement, comment je forme mes équipes, comment je les fidélise, comment je les garde chez moi, puis hop, maintenant j'ai des besoins et j'y arrive pas. Et on va jamais raisonner comment à l'extérieur je peux trouver quelqu'un qui a vraiment envie de faire ça. On le voit beaucoup avec les infirmières dans les formations. Il y avait ceux qui sortaient d'école après Parcoursup, puis il y a ceux qui viennent au bout de 10 ans, 15 ans, ils ont connu un parcours différent. Quelqu'un qui sort de l'école, qui est très motivé, parce qu'on les a applaudis, etc., mais qui a 18 ans, il n'a pas le même recul que quelqu'un qui a 30 ans, et qui a un passif derrière, et qui va se retrouver dans un hôpital demain. Et ça, on l'a vu, c'est juste pour illustrer. Et donc, je pense que l'avenir du recrutement demain, c'est de se faire conseiller et aider, c'est sûr, mais d'envisager aussi de pouvoir recruter les gens pour ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils pourraient faire. Quitte à mettre de l'argent après pour les amener et les former. Et ça, on y arrive toujours, en fait. Par contre, c'est très risqué. Avant, on mettait beaucoup d'argent dans je vais leur faire un assessment center, je vais prendre des cabinets de recrutement très spécialisés, je veux verrouiller mon recrutement le plus possible. C'est pas une science, le recrutement. Mais ça l'est de moins en moins et c'est bien de plus en plus, encore une fois, une expérience individuelle. Et je pense qu'il faut inverser. Mettre de l'argent plutôt sur le profil de la personne et sa volonté, sa motivation, mettre de l'argent sur le parcours après d'intégration et de développement. Je ne vais pas répondre à tous les besoins. Dans le bâtiment, il manque plein de monde. Dans le nucléaire, on en parle, on veut lancer nos centrales. Il manque toutes les compétences. On n'en a pas fait qui sont parties. C'est tout construire, on part de zéro. Mais je pense que les entreprises se prennent en avance, les établissements se prennent en avance.
c'est ceux qui vont prendre le risque de raisonner différemment le recrutement de nous. Et pour ça, il faut avoir les structures, il faut savoir encadrer, et c'est aussi une prise de risque. Merci beaucoup. Je crois que nous arrivons au bout de notre Agora. Merci à tous les trois. Merci Stéphane, merci Jérôme, merci Mickaël. C'était vraiment passionnant, très intéressant. Ce que je vous propose, c'est, si vous voulez continuer les échanges, de nous retrouver sur le stand D54. Nos experts sont encore là cet après-midi. Et sinon, les experts du Cook Time seront là jusqu'à jeudi pour vous recevoir. Merci beaucoup. Merci.